Salut à tous, on est toujours à Montier, on est au Festival de la photo animalière et là on est sur notre voisin de stand de gauche et notre voisin de droite c'est Canopé. Et toi comment tu t'appelles? Thomas, Thomas Sessed. Alors quelle est ta spécialité et de quoi on va parler avec toi? Alors moi, ma spécialité, c'est que je fais des recherches sur la biologie marine, l'écologie marine et en Antarctique, donc dans les eaux glaciales. Voilà. Alors il y a quelques petites photos derrière nous. Avec quoi tu vas nous allécher, avec quoi tu vas nous mettre l'eau à la bouche? Là je vois qu'il y a toutes sortes de vers marins, de coquillages, de tests d'oursins devant nous, dont un oursin crayon si je ne dis pas de bêtises, avec ces énormes piquants. Quelles sont les espèces les plus emblématiques dont tu voudrais nous parler? On commence par qui? Alors moi, j'aimerais pas parler des espèces emblématiques, parce que quand on travaille, quand on s'intéresse à l'océan austral, on parle toujours des oiseaux et des mammifères marins, qui sont fascinants, qui sont emblématiques, et on oublie 99% de la biodiversité. Les plus emblématiques en Antarctique, c'est bien sûr les baleines à bosse, c'est aussi les orques polars, et puis sur les oiseaux, évidemment, c'est les manchots, manchots empereurs ou les grands albatros. Oui. Bon, alors exceptionnellement, on va pas parler d'eux avec toi. Alors toi, de quoi tu veux nous parler? Alors moi, je vais vous parler de tous les organismes qui vivent sur le fond de la mer, qui représentent une biodiversité inattendue en fait. Parce que les premiers explorateurs qui sont allés en Antarctique, ils étaient confrontés à des glaces, à des eaux glaciales, et ils ne pensaient pas une seule seconde qu'il y aurait autant d'espèces vivantes dans des conditions extrêmes. Alors, en fait, effectivement, la vie, c'est pas pour rien que toutes ces baleines sont en Antarctique, hein, c'est pas pour faire du tourisme. C'est là qu'elles font leur gras, c'est là qu'elles mangent beaucoup de krill, c'est bien connu. Et le krill est donc une des espèces emblématiques dont tu veux nous parler? Non, moi je vais vous parler de ce qui va sur le fond de l'eau. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en Antarctique, c'est un peu bizarre, un peu particulier. La glace, elle joue un rôle très important dans la chaîne alimentaire. Elle va permettre à des microalgues de se former. Puis ces microalgues, ensuite, elles vont se retrouver au fond de l'eau. Et là, elles vont pouvoir nourrir et alimenter tout un tas de chaînes alimentaires, et puis de soutenir toute une biodiversité, avec énormément d'espèces, de crustacés, de mollusques, de poissons, et énormément d'espèces que l'on décrit. D'accord, donc est-ce que tu veux bien qu'on prenne quelques cas particuliers et que tu me livres des pépites d'informations très particulières, très savoureuses sur telle ou telle espèce, sur telle ou telle interaction que tu aurais découverte ou sur laquelle tu aurais travaillé pour ne pas rester dans ces généralités? Alors, par exemple, ce qui est beaucoup étudié chez les poissons, c'est que la plupart des poissons ne peuvent pas vivre en Antarctique, parce que les eaux sont trop froides. Et par contre, il y a un groupe de poissons qui a réussi, et pour pouvoir vivre là-bas, il a évolué de façon particulière, avec un sang particulier, ce qui fait que son sang, en fait, il a perdu son hémoglobine. C'est complètement dépigmenté, et c'est un poisson qui va respirer directement à travers sa peau, et en même temps... Comme des amphibiens? Exactement, voilà. Et en même temps, son sang a développé des antigels, c'est-à-dire des protéines qui font que même si la température de l'eau est en dessous de zéro, parce que la température de l'eau elle va jusqu'à moins 1,8, c'est de l'eau salée, donc ça ne gèle pas à zéro, le poisson malgré tout, lui, avec ses protéines antigels, il va pouvoir vivre même dans de l'eau à moins 1, moins 1,5, moins 1,8 degrés. Comment s'appelle ce charmant poisson? Alors ça, c'est ce qu'on appelle les poissons des glaces, tout simplement. C'est icefish en anglais? C'est icefish, voilà. Et puis, il y a à peu près 200 espèces de ces poissons qui ont développé ces particularités. Est-ce que ça a à voir avec la légine, qui est un poisson extrêmement recherché, qui peut faire 2 mètres, qui est un poisson énorme, avec une chair blanche, qui est très savoureuse. Et ce poisson est menacé dans l'Antarctique? Alors, la légine, elle est beaucoup pêchée, en particulier au nord de l'Antarctique. Et donc il y a en particulier dans la partie des terres australes françaises, il y a une réglementation, il y a des accords avec les pêcheries de façon à contrôler cette pêche et à ne pas la surexploiter. Et donc c'est un poisson qui est très recherché, en particulier sur le marché asiatique. Donc c'est vendu là-bas. Et en particulier, il y a une partie du poisson, ce qu'on appelle les joues, qui sont très appréciées, qui font un peu penser à la coquille Saint-Jacques. Et effectivement, c'est très recherché. Ouais. Donc ce que tu disais là, ces poissons qui ont un sang antigel sans hémoglobine, la légine en fait partie? Oui, elle fait partie de ce grand groupe, de ces poissons-là. Ouais. Ah oui, d'où leur chair blanche peut-être, d'accord. Moi j'ai envie que tu m'en dises plus sur la légine. Alors, c'est pas des spécialités. Alors quelle serait ta spécialité? Moi, je vais m'intéresser beaucoup aux mollusques, à ces organismes marins qui vivent sur le fond marin. Ce qui va m'intéresser, c'est d'identifier les espèces, savoir quelles seraient les espèces qui seraient fragiles ou sensibles au changement climatique, et savoir si elles sont endémiques, par exemple d'une île. Donc est-ce que c'est des populations qu'il faut vraiment protéger? J'aimerais toujours pareil que tu nous donnes des exemples bien précis
Choisis une espèce qui t'a fasciné et explique-nous pourquoi elle t'a fasciné. Eh ben, par exemple, là, on a devant nous des espèces d'oursins des sables. Et la particularité de ces oursins en Antarctique, c'est que la mère, elle va former des petites poches comme les kangourous. Et dans ces poches, elle va protéger ses petits. Et ça, c'est quelque chose qui existe qu'en Antarctique, nulle part ailleurs. Donc c'est des oursins kangourous. Et pourquoi l'évolution a sélectionné ce type de gardiennage maternel, si j'ose dire? Eh ben, l'évolution, elle n'a pas sélectionné cela. Elle a empêché les autres de survivre en Antarctique. Donc tous ceux qui ne faisaient pas ça, eh bien, ils n'ont pas survécu. Et ne restent aujourd'hui que ceux qui ont cette capacité-là. Alors là, tu m'as émerveillé, d'accord. Donc des oursins kangourous, comment ils s'appellent en vrai? Alors lui, c'est Abatus, son petit nom. Alors une autre espèce qui t'aurait fasciné, pour quelle raison? Alors il y a une autre espèce ici d'oursin qu'on appelle un oursin crayon. Alors les oursins crayons, en fait, la particularité, c'est que quand leur crayon est formé, c'est-à-dire leur piquant, la peau se retire. Ça fait un peu comme les bois des cerfs. Hein. Et donc ça fait une matière minérale finalement, sur laquelle un tas d'autres espèces vont venir se fixer. Ça porte un nom, ces espèces qui se fixent sur d'autres êtres vivants comme ça. Ouais. Comment on dit épiphyte, c'est quoi le terme? Alors ça peut être épibionte, on dit épibionte, mais sinon on parle d'espèces symbiotiques. Elles vivent en symbiose, et donc pour une espèce d'oursin, en fait, il y a une centaine d'autres qui vivent dessus. Alors je voudrais vraiment pas t'embêter, mais il me semble que épibionte, il n'y a pas de notion de mutualisme. Je viens de faire une émission dessus. Épibionte, il est juste posé dessus, il n'y a pas de bénéfice pour son hôte. Mais il y a peut-être une petite nuance qu'on voudrait préciser là-dessus? Épibionte, c'est descriptif. Hein, donc il peut y avoir un bénéfice mutuel, ça peut être du parasitisme. Après ça, les relations, elles peuvent être au bénéfice des deux ou de l'un ou pas. Hein, c'est vraiment descriptif. C'est bien compris. Allez, continue à nous émerveiller avec d'autres espèces. Moi, j'ai un peu envie que tu parles du krill quand même. La krill, c'est l'immense groupe des décapodes, hein, ça veut dire 10 pattes. Oui. Dedans, il y a les crabes, il y a les crevettes et il y a le krill peut-être. Tu peux m'en dire un mot sur le krill? Oui, bah le krill en Antarctique, c'est un élément central dans les chaînes alimentaires. Hein, effectivement, il y a une histoire intéressante par rapport aux baleines. C'est vrai que en fait, ces krills permettent justement à ces baleines de se nourrir. Ces baleines ont été énormément chassées jusqu'au XXe siècle. Et puis, finalement, avec le déclin des baleines, ce sont les manchots qui, finalement, ont pu se nourrir énormément de ces krills. Donc, il y a un relais entre ces baleines qui se nourrissaient de ce krill, les manchots qui s'en nourrissent. Et c'est vrai que ce krill, il a un rôle fondamental dans les chaînes alimentaires. Et ce que je disais tout à l'heure sur la glace de mer, c'est que la disparition de la glace de mer, ou le fait qu'il y en ait moins, ça va apporter moins de nourriture pour ce krill et par effet cascade, forcément, moins de nourriture pour l'ensemble des autres organismes. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, qu'est-ce que tu as comme autre... Moi, j'ai l'impression qu'il y a des holothuries, là, c'est-à-dire ce qu'on appelle peut-être improprement des concombres de mer. Non, c'est ça, ouais. Est-ce que tu peux me parler de ces holothuries? Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Moi, je suis plongeur, je les connais bien. Elles ont par exemple la capacité de, je ne sais pas si celles-là le font, mais de rejeter leurs intestins à l'extérieur en cas d'agression. Et peut-être, qu'est-ce que toi, tu voudrais me raconter en matière de pépites sur les holothuries? Alors les holothuries, c'est très très varié. Il y a par exemple, on parlait tout à l'heure des holothuries qui vivent en symbiose avec les oursins, qui vivent tout le temps attachés sur les piquants. Et ça va toujours être les mêmes espèces qui vont vivre attachées à ces piquants. Il y a des holothuries au contraire qui vont être des holothuries nageuses. On n'y pense pas, mais il y a des holothuries qui ne touchent jamais le fond, qui vivent dans la colonne d'eau et qui nagent. Ce sont d'ailleurs des très beaux organismes, très beaux, ça fait penser un peu comme des méduses, des organismes presque transparents. Et puis il y en a qui vivent sur les algues, qui vont se nourrir des algues. Il y en a qui vivent dans le sédiment, qui vont recycler les détritus. Donc c'est très, très varié. Toi qui as l'air d'aimer les espèces qu'on ne connaît pas et qui sont fondamentales, l'holothurie, pareil, c'est un énorme filtreur. Et j'imagine qu'elles se nourrissent de tous les déchets, enfin il n'y a pas de déchets dans le vivant bien sûr, mais de toute la matière organique morte et que c'est une recycleuse. Tout à fait, ouais. Elles vont se nourrir des détritus, si c'est ça, des résidus, les détritus. Que ce soit des détritus par exemple d'algues ou des détritus d'autres organismes. Donc ils ont un rôle très important pour recycler. Mais il y en a d'autres, par exemple les vers marins jouent un rôle encore plus important dans le recyclage. Ouais, c'est-à-dire tu penses aux nématodes? Aux polychètes. Aux polychètes. Alors, on essaie de ne pas laisser de mots compliqués et inexpliqués. Donc, les polychètes, ce sont ces vers qui sont dotés de pas mal de soie. Le chète, c'est la soie, les cétés en latin, on ne va pas trop embêter celles et ceux qui nous écoutent, mais polychètes, voilà. Et par exemple, nos vers de terre, là, chez nous, ce sont des oligochètes, c'est-à-dire qu'ils ont très peu de soie. Ils en ont, ça les aide à se déplacer sous terre. Et là, les polychètes, pour le coup, ils en ont beaucoup. Et le polychète le plus connu, c'est peut-être l'arénicole. Oui.
Alors il y a des arénicoles et puis un peu plus profond. Parce que tout le monde ne connaît pas l'arénicole. L'arénicole, c'est ce verre qui sauve des vies. Il y a Franck Zal qui fait ça là. Et qui, en gros, c'est un verre qu'on utilise dans le cas de greffe et qui est notamment grâce à la capacité de son sang qui est incroyable, qui est réduit en poudre et qui permet de sauver des vies. Enfin, c'est toute une histoire qu'on a racontée dans Petit Poisson et un podcast. Pardon, je fais mon auto-promo. Et toi, tes polyquettes, pourquoi tu nous parles d'eux ? Alors les polyquettes, ils ont un rôle important dans les chaînes alimentaires, les écosystèmes, et puis on peut les étudier aussi pour justement leur capacité immunitaire. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec des chercheurs de l'Institut Pasteur. C'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que les arénicoles. Beaucoup de polyquettes ont vraiment des capacités de lutte antibactérienne incroyables. Et ça, c'est beaucoup utilisé. Les chercheurs s'intéressent beaucoup à ça, justement pour les applications dans le domaine biomédical. Tu n'as pas fini de m'émerveiller, effectivement tu es riche de beaucoup de pépites. Qu'est-ce qu'on a comme autre histoire merveilleuse peut-être une dernière pour finir. Alors pour finir, je parlerai des grandes forêts des Kerguelen. Alors les Kerguelen, c'est quoi ? Kerguelen, c'est un archipel des terres australes françaises, c'est un territoire d'outre-mer. Et ce territoire d'outre-mer, c'est une île avec autour des grandes forêts d'algues. Et ce sont des algues gigantesques qui peuvent faire jusqu'à une quarantaine de mètres. C'est ce qu'on appelle les laminaires, c'est ce qu'on appelle le kelp. Exactement. C'est ces grandes forêts de kelp, de laminaires. Et en fait, ces forêts de kelp, elles ont un rôle fondamental dans l'écosystème. Elles vont protéger la côte des vagues, elles vont protéger les côtes de l'acidification des eaux. Elles vont apporter des détritus dans la chaîne alimentaire. J'imagine que ce sont des nurseries pour beaucoup d'espèces. Ce sont des nurseries. Elles servent de nourriture, ce sont aussi des gardes-manger. Voilà. Ce sont des hotspots de biodiversité et elles ont vraiment un rôle fondamental dans l'écosystème. Par contre, elles vont être sensibles aux variations de température. Donc c'est vrai que quand on a des eaux qui se réchauffent, ou par exemple plus de tempêtes qui finalement abîment ces forêts, ça a un impact pour la biodiversité locale. Grand merci Thomas pour toutes ces pépites d'infos sur ce qui, effectivement, tu vois, moi j'aime bien faire des sujets comme ça sur... on sort un peu des sentiers battus, effectivement des éternels manchots empereurs qui sont magnifiques et qu'on aime, mais toi tu nous parles de ces petites choses qu'on connaît moins, qu'on connaît mal, et grâce à toi tu nous as appris qu'il y avait des holoturies volantes, si j'ose dire, en tout cas qui ne vivent pas posées sur le fond, ces fameux concombres de mer. Tu nous as parlé de ces oursins crayons magnifiques, et je te remercie pour toutes ces pépites d'informations. Prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous, y compris en Antarctique. Salut Thomas. Salut, merci.